bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau grand débat de l'Université de la e-santé de Castres, 18e université du nom. Et là aussi, deux mots répétés année après année au sein de cette université de la e-santé, celui de territoire et celui de coordination au sein des territoires. Comment les outils de santé peuvent-ils ou non favoriser la coordination entre professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmières ou kinés, voire même les professionnels médico-sociaux qui entourent le patient et qui souvent le voient au quotidien, beaucoup plus que le médecin d'ailleurs. Beaucoup d'expérimentations et beaucoup de projets ont été tentés en la matière, mais aujourd'hui, où est-ce que l'on en est précisément ? Je vais poser cette question toute simple tout à l'heure au docteur Antoine Piot, qui est praticien hospitalier au CHU de Toulouse, professeur en gériatrie, directeur éthique et innovation médicale au sein du groupe Clariane également, et puis vice-président de l'Agence du numérique en santé. Nicolas Homer fait toujours le bonheur d'être avec nous, médecin généraliste près de Toulouse et surtout président de la CPTS du Sud toulousain. Hélène Gauthier, vous dirigez une jeune pousse en e-santé, Certipère. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est Certipère. C'est une solution originale d'information, de prévention pour les patients. Et puis Jérôme Bourreau, vous dirigez Anamnèse, qui est une société qui est basée à Paris. Vous êtes spécialisé en logiciel de e-santé, notamment un logiciel de coordination à destination plus particulièrement des CPTS. Et justement, Antoine Piot, je me tourne d'abord vers vous, praticien hospitalier, avec comme patient par définition des patients âgés, parmi les plus fragiles, parmi ceux aussi qui ont le plus besoin de coordination de soins souvent autour d'eux, qu'on soit chez les médicaux ou chez les paramédicaux. C'est pas la première fois qu'on évoque ce thème autour de cette table ronde. Peut-être, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on parle de comment mieux coordonner les actions des uns et des autres, faire circuler l'information et pas uniquement des diagnostics ou autres. Parfois, une personne âgée est hospitalisée, l'infirmière n'est pas au courant, l'aide-soignant, le médico-social, le portage à domicile non plus. Il y a des vraies désorganisations et tout cela pèse en plus sur le moral des personnes. Très franchement, aujourd'hui, après des années de réflexion sur ce domaine, on en est où ? C'est incroyable, c'est formidable, tout marche bien. Non, on en est vraiment nulle part. On en est nulle part. Nulle part. En fait, c'est très paradoxal, parce que je rejoins ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire, si on regarde l'Europe, en réalité, la France est réellement en avance, dans le sens où on est l'un des seuls pays d'Europe, typiquement, où la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale sont remboursées. Ça n'existe pas ailleurs. Et en théorie, ça serait très facile de déployer la télésanté sur tout le territoire français. Mais si on regarde concrètement, au CHU de Toulouse, on continue à envoyer des fax, comme il y a 10 ans. Pas qu'à Toulouse, je peux vous citer d'autres établissements parisiens, on demande d'envoyer des fax aussi. Pour demander des imageries, mais on fait des doubles saisies quand même, on le fait aussi sur l'ordi. Si on regarde le nombre d'actes de télésanté remboursés, on est à quelques pourcents, et comme l'a très justement dit Nicolas, c'est des trentenaires de centre-ville, c'est pas les gens qui en ont besoin, c'est vraiment pour de la commodité, ça change rien pour la mamie qui est dans le Gers et qui doit faire 200 km pour aller se faire soigner. Et pourtant, on a dépensé un argent et une énergie humaine ces 15 dernières années incroyable. Ça, c'est sur la e-santé, sur la coordination véritablement entre professionnels. Les mots-clés, c'est toujours les bons. Territoire, parcours et e-santé, on a toujours les bons mots. Il faut que les trois marchent ensemble, sinon il ne se passera rien. Concernant la coordination, c'est un peu la même chose. Autrement dit, la e-santé est au service de la coordination et du parcours, et je pense sincèrement que les parcours n'auront jamais lieu s'il n'y a pas d'outils technologiques pour le faire. Donc tout ça, c'est vraiment les ingrédients indispensables de la recette. Par contre, très honnêtement, tant que le système de santé en général sera toujours celui du modèle d'après-guerre, avec des actes éclatés et anarchiques, et avec une incitation à mal faire, parce qu'autant en hospitalier qu'en libéral, si je suis payé à l'acte, je suis incité à mal faire. Ça veut dire quoi ? Attendez, j'ai aucun intérêt à passer, moi, 3/4 d'heure avec une personne âgée polypathologique. Aucun intérêt. Il vaut mieux que j'enchaîne les choses très très simples et que les gens, je les fasse sortir très très vite de l'hôpital avec un maximum de densité de soins. Ça a des bénéfices, mais je ne suis pas du tout incité non plus à faire de la prévention. Et d'ailleurs, la prévention en France n'existe pas. À part le PNNS et ICOP, il n'y a aucun exemple de prévention en France. Et d'ailleurs, ça se ressent sur l'espérance de vie sans incapacité, qui est de 10 ans inférieure en France par rapport à la Suède. 10 ans, pas 6 mois, pas 1,5 ans, 10 ans. Et 5 ans inférieure à celle des Espagnols.
Donc il y a des conséquences très concrètes. Donc encore une fois, moi je suis très optimiste dans le sens où je pense qu'on est en avance sur le financement des outils de e-santé, et que c'est le seul moyen d'obtenir ce parcours qui peut ne se faire qu'au niveau territorial et articuler le public, le privé à but non lucratif, le privé à but lucratif dont fait partie la médecine générale. Mais en revanche, il faut vraiment qu'on craque quelque chose au niveau des modes de financement et des modes d'incitation pour réellement qu'on soit incité à cette coordination et à ce parcours. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que le système, le logiciel santé en France ne permet pas de toute façon intrinsèquement d'avoir une coordination. Il n'a pas changé depuis l'après-guerre. Donc ça marche sur les champs de bataille napoléoniens, mais a priori les choses ont un peu changé depuis, quoi. Un des acteurs clés en matière de coordination, puis il y a eu quand même ce changement important ces dernières années, c'est la création des CPTS, justement, dont le but était d'arriver à coordonner les soins entre les professionnels et les patients, d'ailleurs, sur un territoire. Ça veut dire quoi? Parce que vous nous dites on n'en est nulle part, c'est-à-dire que les CPTS ont échoué? Alors non, si on regarde au niveau du territoire français, je ne suis pas très optimiste. Franchement, il y a 10% des CPTS qui marchent bien. Voilà, donc il y a 10% des CPTS qui marchent bien et 90% qui végètent. Si on regarde la CPTS de Nicolas Homer, mais c'est la Rolls du territoire. Donc c'est très biaisé. Donc effectivement, le concept de la CPTS est formidable et va vraiment dans le bon sens. Après, malheureusement, ça repose trop sur des individualités. Si on a des gens brillants, volontaires, qui sont à la tête, ça marche bien. Et dans 90% des cas, si on a des gens qui n'ont pas trop d'incitation, qui ne comprennent pas trop le concept, ça ne marche pas. Et moi-même, j'ai des amis de promo médecins généralistes, je leur dis c'est quoi ta CPTS? Ils me disent quoi? Là, c'est quoi? Donc il manque, on n'est pas allé à fond, quoi. On a commencé un bout de chemin qui est clairement prometteur et qui va dans le bon sens, mais on n'est pas allé à fond dans le sujet. Avant de passer justement le micro à Nicolas Homer et d'avoir son regard de généraliste sur sa CPTS qu'il préside, votre regard pour vous de praticien hospitalier, quand vous dites qu'il y a des CPTS, la Rolls-Royce du Sud Toulousain qui marche, ça veut dire quoi une CPTS qui marche pour vous, vue depuis l'hôpital? Vue depuis l'hôpital, ça veut dire une CPTS qui est connue, dont on connaît les objectifs, dont on connaît les têtes pensantes, on va dire, et qui est utile pour le parcours du patient, sur laquelle on peut se reposer pour des parcours un peu plus fluides des patients, tout simplement. Mais de manière très concrète, dans votre usage au quotidien, dans votre pratique au quotidien avec les patients, qu'est-ce que vous attendez d'une CPTS? Mais grosso modo, j'attends cette fameuse coordination. C'est-à-dire, on n'arrête pas de parler de guichet unique, etc., qui n'existe toujours pas. Mais quand on est à l'hôpital, concrètement, on va appeler un par un les aidants familiaux, les aidants professionnels, les aidants informels, l'EPSAD, l'HAD, le cas échéant, le SMR. Ça repose sur la bonne volonté du médecin de faire l'effort, de faire tout l'historique de l'environnement médico-social du patient et d'informer, toujours trop tard, parce qu'il le sait toujours trop tard, en gros c'est le jour de la sortie qui s'en préoccupe, d'informer tous les protagonistes. Et en réalité, ce n'est pas le rôle du médecin. Déjà, c'est pas du temps bien utilisé, c'est du temps très cher utilisé pour des tâches plutôt administratives et de coordination. Et finalement, les nouveaux métiers du soin, les nouveaux métiers de la coordination, comme les coordinateurs de CPTS, c'est clairement l'avenir. Et ça n'a pas besoin forcément d'être des professionnels de santé. Le système de santé ne peut pas reposer entièrement sur des professionnels de santé. Ça, c'est aussi un mythe. Ça ne marchera jamais. Il suffit juste de compter les têtes et de compter le nombre de patients. Ça ne matche pas, quoi. Donc il faudra des nouveaux métiers, pas forcément des professionnels. Et d'ailleurs, la régulation du SAMU, quand vous appelez le 15, vous ne tombez pas sur un médecin. Et heureusement, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut juste que tout le reste du système de santé prenne acte et dise « Ok, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser, mais il y a aussi un job à faire côté des professionnels, de dire qu'il faut arrêter d'être corporatiste et il faut peut-être un peu déléguer certaines tâches. » Je pose la question au chauffeur de la Rolls-Royce des CPTS, qui est donc la CPTS du Sud Toulousain, on l'aura bien compris, ça c'est la vision d'Antoine Piot. Deux choses que nous dit Dr Piot. Premièrement, grosso modo, niveau e-coordination, aujourd'hui on n'en est nulle part. Alors, hors du Sud Toulousain où on en est quelque part, quand même, quel regard est-ce que vous posez sur l'ensemble, on va dire, du pays ? Alors, tout d'abord, quand on commence à prendre la parole, lorsqu'on est médecin devant une assemblée, on déclare toujours nos liens d'intérêt. Vous savez, on a toujours cette première slide. Donc, mes liens d'intérêt
en tant que président de CPTS, effectivement, j'ai un lien d'intérêt avec les 2 entreprises qui sont représentées, que je connais bien, et un lien d'intérêt avec Antoine, parce qu'on est très copains. Et donc, il dit, effectivement, une fois que c'est dit, Antoine dit toujours des choses très justes et avec un verbe haut. Et donc, c'est toujours très impactant. Et ça, c'est toujours aussi bien. Et la force aussi des amitiés, c'est qu'on peut discuter de tout ça. Alors, je ne suis pas que président de la CPSU Toulousain. Et j'étais vice-président national pendant 2 ans. Et du fait de mes obligations auprès de l'OMS, ça me prend beaucoup de temps. Et je suis resté au board national. Donc j'ai une vision toujours très nationale. Donc effectivement, on doit être comptable au niveau France. On est passé de 100 à 120 millions par an d'argent de la CNAM qui est effectivement dispensé sur l'ensemble des CPTS. Et le CPTS, si on reprend aux origines, ça a été créé en 2016 et la première est née en 2018. Une CPTS, on ne va pas la créer sans outil de coordination. Alors, vous savez que lorsque moi j'ai commencé à travailler en 2017 là-dessus, j'ai envoyé des SMS, des WhatsApp. Et lorsqu'on a commencé à être 10, on a créé un groupe WhatsApp. Et puis, on a toujours un groupe WhatsApp, on doit être 450 dessus. Mais si on n'a pas d'autres outils, ça reste compliqué. Donc, effectivement, en tout cas, nos organisations reposent sur des outils numériques de coordination. On a fait un petit compte au niveau national. En fonction des CPTS, on en a entre 2 et 10. Donc, ça veut dire que sans ça, déjà, on ne peut pas fonctionner et qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui soit multicanal. On parlait des professionnels de santé parce qu'effectivement, il faut qu'on discute avec les gens qui font de l'ambulatoire. On a besoin d'être disponible sur du smartphone, dans une pharmacie, sur un guichet, c'est-à-dire sur un ordinateur qui va être aussi utilisé par plusieurs personnes, ou alors sur l'ordinateur qui est utilisé par une personne. C'est vraiment différent en termes de privacy, de santé, de sécurité individuelle et de RGPD. Donc on doit en fait s'adapter et on doit discuter de plus en plus aussi avec nos patients. Depuis ce matin, moi j'ai reçu du WhatsApp, du SMS et j'ai même reçu un MSN, sur la messagerie ça existe encore, Facebook de patients. Bon, plus les mails bien sûr de l'ensemble. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est abreuvé de canaux et j'ai pas regardé toutes mes messageries sécurisées, vous imaginez bien. Mais effectivement, et c'est ce en quoi je rejoins Antoine, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, on est parti vite, fort, on utilise énormément de choses et on est en train de relativiser, on est en train de filtrer un petit peu tout ça, de l'optimiser. Mais on va dire que pour relativiser, là pour le coup, les propos des CPTS, on n'est pas sur 10%, bien sûr, on en a un certain nombre qui fonctionnent bien au-delà de 10% et qui utilisent effectivement ça. Pour vous donner le dernier exemple, je mène un groupe national sur Plexus+, peu importe, c'est une plateforme de coordination qui est utilisée par les MSP et les CPTS, qui est utilisée aujourd'hui par 380 CPTS en France. On en a qui fonctionnent à peu près 550. Et là, il y a un outil unique qui est utilisé déjà par 380. Qui est un outil de coordination. C'est un outil comme un Slack, c'est un outil de gestion d'entreprise en fait, qui permet de faire pas mal de choses. Hélène et Jérôme utilisent des outils spécifiques, plutôt métiers. Pour vous faire un retour, on a nous fait des questionnaires qualitatifs patients et professionnels de santé, notamment sur vos 2 outils, qui sont extrêmement bons. On est au-delà de 80% du taux de satisfaction d'utilisation de ces outils. C'est-à-dire que non seulement ils sont utiles, mais aussi ils sont facilement utilisables. Et nous, si on continue de les payer et de les utiliser, c'est qu'on en a un vrai besoin. Je discutais avec la directrice du GRAD, qui est en charge du numérique santé sur la région, qui me sollicitait là, il y a quelques minutes, pour déployer du numérique santé. Et ça reste très compliqué parce que le cas d'usage qu'elle me posait, on est sur plusieurs outils. Vous voyez, ça c'est vraiment, je ne vais pas dire désagréable, mais c'est toujours très 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 compliqué pour nous, professionnels de santé, de dire, voilà, on a poussé un outil, il est public, il y en a 3 qui sont utilisés dans le privé. L'outil public, il ne fonctionne que moyennement, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, on a un choix, ce qui fait qu'on a un territoire qui va utiliser l'outil A, l'autre l'outil B. A et B ne se parlent pas. Demain, il faut de l'interopérabilité. Interop, il faut que nos outils, parce qu'une fois que vous avez mis, moi j'ai 650 membres actifs, une fois que vous les avez mis, ils ne sont pas tous, mais que vous en avez mis 400,
Ils ont mis 6 mois, 1 an, 2 ans avant que ce soit mis en place et que ça fonctionne. Pour changer l'outil, vous imaginez, c'est l'horreur. Donc effectivement, à ce moment-là, il faut que nos outils discutent entre eux, qu'il y ait cette interopérabilité entre nos logiciels métiers sur lesquels on est à peu près toute la journée, nos logiciels de discussion, de coordination. Mais aujourd'hui, et je conclue là-dessus sur votre question, les outils de coordination sont quand même largement utilisés. Pas toujours bien, on peut bien sûr avoir des critiques, mais en tout cas, on ne peut pas travailler en tout cas au quotidien sans ça. On fait du DAC, on a besoin d'outils sécurisés avec de la donnée de santé patient. D'autres, on n'en a pas. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on est très, très attentif. Et moi aussi, je continue de recevoir du Hotmail, du Gmail par les cliniques avec lesquelles je travaille. Donc, on reçoit de tout et c'est ce qui vient un petit peu nous saturer, effectivement. On comprend, on entend dans vos propos d'abord la complexité d'une réponse face à une question qui semble simple au départ. On entend aussi tous les efforts que vous déployez. Vous dites, nous, quand on est saturé de messages qui arrivent par 15 canaux différents, notre cerveau humain, c'est pas encore de l'IA, il n'arrive pas à gérer ça en temps direct et avec la rapidité en plus que l'on nous demande en face de nous. Ceci dit, est-ce que vous entendez aussi l'étonnement ou la frustration, alors à la fois des praticiens où on voit qu'il y a cette coordination, elle n'est pas encore totalement dans les faits, et la perception des patients ou des familles des patients qui disent mais il ne se passe rien, moi de mon côté je ne vois pas de coordination entre l'aide-soignante, mon père qui est parti à l'hôpital, le spécialiste qui le suit, puis j'ai pas su qu'il fallait prendre un contrôle pour ceci ou pour cela, ou il devait passer un IRM, j'ai jamais su, j'ai raté le créneau. Ça c'est le quotidien de ce que vivent des millions de personnes dans un pays qui vieillit très fort et où le besoin de coordination, il a été déjà émis ici il y a 7, 8 ans, 10 ans où on en parle. Donc il y a une vraie aussi frustration et cette impression que les choses n'avancent pas. Et en revanche, l'urgence, elle est de plus en plus impressionnante. Je vais vous prendre un seul exemple, vous allez comprendre. Je suis parti d'un groupe national sur le DLU, le dossier de liaison urgence. Donc on prend un patient, par exemple en EHPAD, qui doit partir en urgence à l'hôpital. Il n'est pas connu systématiquement. Eh bien, on a un dossier papier qui fait à peu près, Antoine, une dizaine de pages. On a tout. Donc vous imaginez, hier j'ai eu un DLU, moi, vous y passez 3 quarts d'heure à l'étudier pour trouver tout. C'est l'enfer. Eh bien, ce DLU, on est en train de l'informatiser. Le groupe, j'en fais partie, on est à peu près une 50aine. Eh bien, ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé. Il y a le ministère de la Santé, la DGOS, la CNAM, la CCS, je vous passe les détails. Eh bien, quand il y en a 2, 3 qui vont dire « non, je ne suis pas d'accord », vous savez, le général de Gaulle disait « si vous ne voulez pas résoudre un problème, créez une commission ». Eh bien, on en est toujours là en France. Là, moi, je ne suis pas l'ère napoléonienne, mais je suis l'ère post-guerre. La Sécu est née après la guerre. Eh bien, effectivement, on a de mauvaises habitudes en France. C'est de vouloir, effectivement, que tout le monde donne son avis. Et quand tout le monde donne son avis, eh bien, soit ça prend du temps, soit, en fait, on ne résout pas le problème au bout du compte. Et ça, c'est extrêmement problématique en France. On en est là. Quand on a des acteurs, moi, je travaille avec 4 pays en Europe, notamment sur l'IA. Eh bien, ils se posent moins de questions. Hein. La Belgique, la Hollande, ils ne sont pas plus idiots que nous. Ils prennent un outil, le lendemain, vous voyez, c'est comme dans l'éducation nationale, on dit il faut le prendre. Tout le monde le prend. Ils ont des outils sur le plan national qui sont utilisés par 70-80% des professionnels de santé et sur une demande, et ça se fait en 6 mois. Pas. On dit toujours oui, mais nous, on a un grand pays, vous vous rendez compte, on est le pays des droits de l'homme, et donc il faut discuter, Mais n'empêche que ça n'avance pas. Et moi, je comprends la frustration de nos patients, je comprends la frustration de nos aidants qui viennent maintenant nous engueuler, très clairement. Avant, c'était « Bonjour docteur, est-ce que je peux prendre rendez-vous ? Écoutez, je ne suis pas... » Là, ils viennent dans nos bureaux, ils disent « Mais c'est... » Voilà, ils ne sont pas contents, ils le disent avec leurs mots actuels. Il y a une rage dans la société et ils se disent « Mais moi, attendez, docteur, vous n'êtes pas plus bête que moi je suis comme vous, j'ai un smartphone, j'ai 72 ans, et ben, je l'utilise et moi, j'arrive à discuter en WhatsApp avec mon petit-fils qui est au Japon et il arrive à me parler. » Donc pourquoi vous n'arrivez pas avec l'hôpital du coin à avoir juste un mail qui fonctionne et d'envoyer que... Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on épure un petit peu, il faut qu'on avance dans le bon sens et un peu plus rapidement.
m'amuse parce que quand je vous entends, j'ai cette scène des 12 travaux d'Astérix, là où on passe d'un bureau machin au bureau bidule, et puis il y en a un qui nous sort Napoléon en face et l'autre qui nous sort De Gaulle. Blague à part, je me tourne vers l'industriel qui, lui, fait des logiciels. Hein, Jérôme Bourreau, je rappelle que vous avez cette société que vous avez créée à Paris, Anamnèse, qui a plusieurs logiciels en e-santé, dont un logiciel justement sur la coordination destiné au CPTS. D'accord avec Antoine Piot, on n'en est nulle part aujourd'hui? Non, je ne suis pas aussi caricatural quand même. Mais non, mais par contre, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça, je vais bien l'avouer. Nous, on a développé la société, on a créé la société à l'École Polytechnique en 2017, initialement pour créer une intelligence artificielle médicale, et on n'a pas réussi à la positionner. Pardon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des choses plus simples, qui sont juste de la digitalisation de parcours de soins. Et même ça, c'est compliqué. Donc on a un de nos produits qui est pour les CPTS. Aujourd'hui, on a 70 CPTS clientes, dont Sud Toulousain. Et je suis assez d'accord sur le chiffre. Hein. Sur les 70 CPTS, moi j'ai eu 8 stars, dont Sud Toulousain. C'est la Rolls, on l'a dit, on le redit, c'est la Rolls-Royce des CPTS. C'est la Rolls en Occitanie. Mais il y en a d'autres ailleurs dans les autres régions. Et qui en fait abordent le sujet de coordination de manière totalement différente. Je vais vous donner quelques exemples. On va faire un petit tour de France. À Compiègne, justement, on parlait d'élus. À Compiègne, on a digitalisé le parcours gériatrie, qui commence depuis le dépistage de la fragilité. Alors, on n'est pas passé par ICOP. On a pris les principaux questionnaires, les principales échelles, Epworth, les échelles de dénutrition, de fragilité, dépistage de la chute. On les a digitalisées et une infirmière ou un kiné ou un pharmacien ou n'importe lequel de ces professionnels de santé va pouvoir utiliser le logiciel pour qualifier le patient. Une fois que le patient est qualifié, on va pouvoir le faire entrer dans un parcours qui va être le parcours gériatrie, dans lequel on va pouvoir mettre, que ce soit un SIAD, SAD, ou que ce soit une infirmière qui passe à domicile, on va pouvoir mettre des transmissions. Ensuite, on va pouvoir lancer un bilan pluripro, dans lequel on va demander l'avis d'un orthophoniste, d'un pharmacien, d'un kiné, des différents professionnels de santé qui peuvent graviter autour du patient. Quand vous dites « on », vous prenez toujours en école de journalisme, « on » est un con, c'est qui? C'est le logiciel, c'est l'opérateur de la CPTS derrière le logiciel, c'est le médecin, c'est qui fait ça? Le logiciel fournit les modules, et après, ça va être le professionnel, et je ne sais pas lequel, a priori, va commencer. Ça peut être le pharmacien, l'infirmière, le kiné, la sage-femme, n'importe lequel. Bon, j'ai un peu moins les sages-femmes. Mais ça peut être le professionnel de santé qui va déclencher l'outil. Et donc c'est ça la base de la coordination. La coordination, tout le monde en fait avec du SMS, du WhatsApp, du téléphone. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de le structurer. Et donc là, typiquement sur un parcours gériatrie, c'est après avoir collecté des données lors de transmission, après avoir fait un bilan pluripro, après avoir rempli les différentes ordonnances qui peuvent exister, si jamais j'ai le patient qui s'absente, je peux générer le DLU en un clic. Et donc ça, c'est ce que fait Compiègne. Donc premier exemple. Deuxième exemple, c'est le parcours prédiabète à La Réunion, où en fait, là, pareil, on fait une stratification de la population à partir d'un questionnaire validé qui s'appelle Find Risk. Et à partir de ça, on va mettre le patient dans 3 ou 4 cases. Et en fonction de la case dans laquelle on va le mettre, soit on va lui donner une conduite à tenir, et à ce moment-là, il va être suivi de manière simple. Donc l'idée, c'est d'éviter que le patient décompense et bascule vers du type 2 en diabète. Soit, effectivement, on va le mettre dans des ETP, l'éducation thérapeutique. Donc il va y avoir des APA, il va y avoir de l'éducation, peut-être moins d'APA pour le diabète, mais il va y avoir de l'éducation thérapeutique autour du patient. Soit, effectivement, ça va être de l'orientation directe vers un endocrino. Et quand on dit « on va le mettre dans ceci ou cela », à nouveau, sur ce patient qui est en diabète, qui peut décompenser derrière, qui fait l'action de coordination? Alors, pour le diabète, c'est le dépistage, c'est une infirmière ou une pharmacienne. Et ensuite, le fait de mettre le patient dans une liste d'attente ETP, ça va être la même personne. Ensuite, ça bascule chez le médecin, c'est-à-dire que le médecin traitant est prévenu que le patient vient d'être mis dans un parcours prédiabète. Et là, c'est le médecin qui va demander le taux de glycémie, qui va en fait récupérer le bilan du patient pour ensuite déterminer si ce patient peut rentrer et obtenir ce consentement, s'il peut rentrer dans un parcours OTP. Donc en fait, c'est vraiment de la coordination parce que c'est à chaque fois des professionnels de santé différents. Il ne faut pas oublier qu'on a 1,2 million de professionnels de santé en France, dont 200 000 médecins. Et donc ça veut dire 1 million de non-médecins qui peuvent contribuer autour du parcours de soins.
Question tout simple, comment est-ce que l'on incite, comment est-ce que l'on embarque, pour parler à la mode, des professionnels de santé, qu'ils soient pharmaciens, médecins, etc., à venir agir sur ce système de parcours de soins du patient, sachant que, comme le rappelait le docteur Piot il y a quelques instants, ils n'y ont aucun intérêt financier, puisqu'aujourd'hui on est sur du paiement à l'acte. Alors, aucun intérêt financier, c'est pas totalement vrai. Aujourd'hui, du chat sécurisé, typiquement, quand on utilise du chat sécurisé, on peut a posteriori dire « Ah, mais ça, c'était une telle expertise » et donc être rémunéré. Ça, on le fait. Oui, mais alors, dire, voilà, mon patient, il a un risque, alors diabète par exemple, Okay, il a besoin d'avoir une action thérapeutique, il peut avoir besoin d'aller voir tel spécialiste, il a besoin, je ne sais pas quoi, d'une infirmière à domicile, il a besoin d'un soutien ou avec des repas spécifiques ou autres derrière. À un moment, Antoine Piot nous disait, lui, il appelle manuellement les personnes qui vont entourer ses patients, mais ça, c'est la base du volontariat, il n'est pas payé pour. C'est la même question lorsque l'on est sur un logiciel comme celui-ci. Alors, le logiciel, il ne fait que digitaliser un Oui, parcours. mais... À nouveau, le gros du boulot est fait par l'humain, c'est-à-dire par les équipes de la CPTS. D'où ma question, comment est-ce que l'on embarque dans ces CPTS qui marchent? Quels sont les facteurs de succès pour embarquer des professionnels sur un logiciel pour lequel ils n'ont pas de rémunération précise et dans lequel ils vont passer quand même si c'est plus rapide que d'appeler les personnes les unes après les autres, mais ils vont y passer du temps. J'espère que je ne vais pas mettre le bordel là-dessus, mais en fait, certaines CPTS rémunèrent sur la base de leurs ACI certains actes. Lesquels, par exemple? Pardon, elles peuvent rémunérer des actions de coordination. Pardon, excuse-moi, j'utilise le mauvais terme. Mais voilà, en fait, sur des... on a connu, par exemple, notamment avant que le protocole cystite bascule dans le droit commun, en fait, la CPTS pouvait obtenir de l'argent de la part de la CEPAM pour des actions. Or, c'est des actions de protocole de délégation. Et en fait, c'était la CPTS qui redistribuait une partie de l'argent aux pharmaciens ou infirmières qui faisaient le protocole et aux médecins délégants qui, effectivement, validaient les délivrances. Donc en fait, ça peut être la CPTS qui va faire ça. Je donne un autre exemple. Là, c'est pas Compiègne, c'est Synapse. Travaille avec le GHT et le conseil départemental. Et le conseil départemental peut, parce qu'en fait, c'est dans son domaine d'action, le bien vieillir, peut subventionner, au travers d'un CEPOM, certaines actions. Antoine Piot. Oui, je peux peut-être venir à votre aide. Parce que clairement, il faudrait qu'on en arrive là un jour. Autrement dit, c'est ce qui a permis à la télésurveillance médicale d'exister. La première télésurveillance médicale remboursée par l'assurance maladie, c'était MoveCare dans le cancer du poumon. Et on remboursait l'outil et pas l'acte. Et ça a été un flop complet. Et en fait, dans la nouvelle vague de télésurveillance médicale, et je prends l'exemple de Résilience qui est très connu, effectivement, on a à la fois un forfait technique pour l'entreprise et un forfait acte pour les professionnels de santé. Donc c'est super, ça va dans le bon sens, et j'espère qu'on en arrivera là pour la coordination. À mon avis, c'est nécessaire, mais très honnêtement, c'est pas suffisant dans le sens où on en est encore au paiement d'un acte sur un organe, sur une pathologie. Et peut-être que si pour une fois on venait à financer la coordination, on sortirait de la maladie d'organe, et on sait très bien que ça marche plus la maladie d'organe. Autrement dit, le patient insuffisant cardiaque chronique, il est diabétique, il est insuffisant rénal, il est hypertendu, il peut faire une confusion, une dépression. Donc en fait, on ne peut plus raisonner par maladie dans le financement de ces parcours. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on plaide tous pour un financement des parcours. Et les ROSP sont une belle piste, mais c'est clairement pas suffisant et c'est pas vraiment le parcours. C'est plus, encore une fois, des actes dans une maladie chronique. Ce que je vois beaucoup dans les CPTS qui sont très avancés, comme chez Toulousain, c'est qu'en fin d'année, on nous demande énormément de données. C'est pour ça qu'on a créé notre propre data lake pour pouvoir justement alimenter toutes les données que dont la CPTS va avoir besoin pour alimenter son dialogue de gestion. Et donc notamment, on n'en est pas du tout là, hein, mais je pense que c'est effectivement la raison pour laquelle les CPTS veulent faire ça, c'est commencer à dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas payé par parcours ? Mais on en est un peu loin, je ne sais pas si vous... Il y a plusieurs choses que j'entends dans votre propos et que l'on a entendu dans la table ronde qui a précédé, c'est-à-dire que notre système est-il prêt, est-il câblé pour accueillir aujourd'hui une santé digitale et des outils digitaux plus importants ? On voit qu'on est au milieu du gué, que le système, il n'est pas totalement prêt. Je vois Antoine Piot qui fait la moue là-dessus. Il n'est pas prêt ni dans son financement, ni dans son fonctionnement. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la solution, ce que disait Nicolas Homer, c'est de faire comme d'autres pays, les Pays-Bas ou autres, on dit il y a un logiciel, vous l'appliquez, c'est comme ça, un peu comme ce qu'on nous a fait pour les impôts, hein. On nous a dit aujourd'hui c'est digitalisé, vous déclarez en ligne et terminé, passez le banc. Est-ce qu'on va là-dessus? Sinon, on va se revoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec le sentiment de faire des petits pas de fourmi ou d'avancer à la vitesse de la tortue, alors que la situation démographique est en train de se dégrader et la pression sociétale pour obtenir une meilleure efficience du système de santé est en train de s'activer. Quel est votre regard là-dessus, Jérôme Bourreau, puis ensuite Nicolas Homer? Est-ce qu'on impose et est-ce qu'on avance à marche forcée, puisque l'allégorie militaire est de mode autour de cette table ce matin? Alors, je suis totalement contre. Je pense qu'imposer, c'est ce qui est fait en France depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a la CEPAM, les ARS, qui poussent des idées, les grades qui imposent des solutions. Et je suis désolé, on vient de faire le constat. Hein. Alors qu'en fait, qu'on fait du darwinisme pur et dur, c'est-à-dire qu'on laisse au niveau d'un territoire la CPTS s'organiser, on lui donne de l'argent pour qu'elle s'organise, elle trouve les bonnes solutions locales qui répondent à son problème, et ensuite on fait du darwinisme. C'est-à-dire ensuite on va regarder qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et on essaye de faire fusionner tout ça. Je préfère plutôt ce genre d'approche où c'est le terrain, parce qu'en fait au moins ça motive les gens, enfin, les professionnels de santé du territoire voient leurs patients, alors qu'effectivement une décision qui va être prise à Paris ou qui va être prise dans une ARS, c'est bien, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas forcément terrain. Quitte à avoir un tout petit pourcentage 6 ans après la création des CPTS qui est vraiment avancé et un grand pourcentage qui est dans un ventre mou. Ouais, mais ça finit pas. Enfin, il y a des exemples après. Nicolas Homer. La réponse, elle est simple, la loi et la loi. Là, on peut discuter autant qu'on veut. Le ministère de la Santé nous répond toujours, de toute façon, la loi de la concurrence en France. On ne peut pas transiger. Donc on est obligé d'avoir un écosystème public, privé aussi bien, et c'est la concurrence qui va ensuite faire le ménage et amener, donc on aura toujours les solutions qui vont venir, on n'aura jamais un outil unique, c'est contraire à la loi. Donc ça c'est, ah ben si, c'est comme ça. Et si ? Oui, mais sur le numérique santé, le ministère n'a pas la capacité d'imposer un logiciel unique pour tout le monde. J'aurais la parole, Bruno, tout à l'heure, juste après la table ronde. Ça serait le moment de faire de la pub pour l'ANS quand même. L'Agence du numérique en santé, qui a fait tout à fait dans cet esprit, c'est-à-dire qui a fait un énorme boulot de fondation, le terme est le bon, hein. C'est-à-dire s'il n'y avait pas l'INS, donc on est sûr que le patient est le bon patient, s'il n'y avait pas ProSanté Connect, on est sûr que le professionnel est le bon, s'il n'y avait pas les règles d'interopérabilité, rien ne pourrait se faire en réalité. Donc ils rendent possible l'écosystème. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de l'App Store. C'est-à-dire, on a une structure commune avec des règles de sécurité, etc. Et on valide, on labellise des solutions qui sont dans l'App Store et qu'on peut prendre. Moi, j'ai un iPhone, il y a des applis natives de l'iPhone qui valent rien. Donc, de temps en temps, j'aime bien avoir une appli Microsoft ou autre. Donc, effectivement, je crois que ça, c'est la solution. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire en France, c'est qu'on fait plein de pilotes, plein de POC. Et les articles 51 sont un très bon exemple. On ne sait pas tuer les pilotes qui ne marchent pas. En gros, une innovation qui fonctionne, ça veut dire qu'on en a tué 9 pour 10, 90% au minimum. Et ça, on ne sait pas le faire. On commence plein de petits pilotes dans les régions, financés pendant 1 an, 2 ans, on sait très bien que ça va mourir, et on n'a pas le courage de dire stop, ça ne marche pas, on passe à autre chose. Et je suis tout à fait d'accord dans le fait qu'on peut en réalité arriver à quelque chose de très cohérent si on a plein de briques bien faites qui communiquent de manière efficiente. Et on va se faire une toute petite parenthèse dans cette table ronde pour parler d'un autre outil de communication qui est né, dans lequel vous êtes aussi impliqué d'ailleurs, Antoine Piot. Avec vous, Hélène Gauthier, cet outil s'appelle Certipair. Alors c'est quoi le concept à la base ? Alors à la base, Certipair, c'est parti d'une discussion avec un kiné et un médecin. Donc il pointait du doigt les difficultés qu'ont les patients à bien mémoriser les informations pendant une consultation. Une consultation qui est souvent bien trop courte, où le médecin donne énormément d'informations et qu'on ne peut pas retenir. Ou qu'on n'est pas en état émotionnel aussi Exactement. De retenir sur le moment. Exactement. Et donc cela impacte évidemment l'observance par la suite. Donc nous, face à ce constat, on s'est dit on va interroger d'autres professionnels de santé. Et le résultat a été sans appel. Les ressentis étaient les mêmes ailleurs. Donc, pour répondre à ce besoin non couvert, on a décidé de créer Certipair,
qui est une solution numérique qui va permettre de créer un fil de communication avec le patient. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir la voir en image. Expliquez-nous comment ça marche concrètement et le patient, il reçoit quoi? Voilà, alors donc le patient, donc Certipère, donc c'est une base collaborative de conseils et de questionnaires médicaux qui va permettre aux professionnels de santé de paramétrer l'envoi de parcours de prévention de manière étalée dans le temps, de manière séquencée, personnalisée et automatisée. Le patient, lui, il va recevoir un message de son professionnel de santé ou de sa structure de soins. Donc le nom de l'expéditeur est au nom du médecin, de la personne qu'il connaît, en qui il a confiance. Donc il ne va pas prendre ça pour du spam. Et donc c'est pas compliqué, sur des dizaines de milliers de SMS qu'on a déjà envoyés, on a quasiment 0% de stop SMS, ce qui prouve bien que le patient est satisfait, que son médecin lui parle à distance. Alors le patient, on voit quelques exemples de messages de santé qui peuvent être d'ailleurs écrits ou qui peuvent être en vidéo, Tout à qui fait. peuvent être préopératoire, post-opératoire, post-consultation, mais il faut bien comprendre que le médecin, après une consultation, ne s'embête pas à écrire un message à chaque fois pour chaque patient. Il peut aller piquer dans une banque de données. Exactement. Ouais. Donc il n'a pas besoin de réécrire ses messages et il peut s'inspirer de ce qu'il y a dans la base. Donc ce sont des messages rédigés par d'autres médecins, donc par ses confrères. Donc il peut réutiliser ces messages ou bien il peut les modifier. Il peut ajouter des vidéos. Donc il peut réexpliquer ce qu'il a déjà dit en consultation sous format vidéo. Donc le patient qui n'a pas retenu pendant la consultation peut revisionner la vidéo tranquillement chez lui avec un médecin sympathique sur la vidéo. Et on est bien donc sur des messages qui ont été certifiés, écrits par un médecin. Je suis médecin à Toulouse comme Nicolas Omer, je peux aller piquer ce qu'a fait mon confrère à Lille, à Compiègne, à Paris ou bien à Auray et l'utiliser si ça me convient, si c'est déjà écrit, je ne réinvente pas l'eau chaude et j'envoie les messages à mes patients. On est vraiment dans un outil donc entre le médecin et le patient, mais on peut être aussi dans un outil de coordination. C'est là que c'est intéressant. Et vous travaillez là-dessus avec des CPTS. Vous faites quoi? Bien sûr, ouais, on travaille avec des CPTS. Nous, on leur propose de mener des campagnes de prévention ciblées sur des populations souvent isolées, âgées, peu technophiles. Donc, grâce à notre solution, on va pouvoir toucher tout le monde, puisque le SMS, c'est le canal de communication qui permet de toucher le plus de monde. Et ça, c'est l'OMS qui le dit. Le SMS touche plus de 85% de la population mondiale, dont les personnes âgées, dont les personnes les plus fragiles, les plus à risque. Donc, c'est vraiment notre objectif, de proposer aux CPTS de communiquer avec les patients et vraiment avec les patients qui en ont réellement besoin. On est sur un logiciel qui vient s'ajouter à la panoplie de canaux de communication que nous décrivait tout à l'heure Nicolas Omer, où on est en interopérabilité. Comment est-ce que vous avez joué là-dessus ? Alors nous, on a une API, donc un petit module qui nous permet d'être très interopérable. Donc on s'interopère au logiciel métier. Donc en ophtalmologie, par exemple, on est interopéré avec les 2 plus gros logiciels métiers utilisés par les ophtalmologues. Et on est en train d'être interopéré par un des plus gros logiciels métiers de médecine de ville. Donc c'est vrai que cette intégration permet aux professionnels de santé de programmer l'envoi de parcours informationnels en un seul clic, de manière très facile et très fluide. Et aujourd'hui, vous en êtes où de la croissance de ce logiciel, de cette application? On en est encore au stade expérimental? Ça commence à être plus que commercialisé? Combien de personnes l'utilisent? Donc non, c'est très commercialisé. On a plus d'une centaine d'utilisateurs aujourd'hui. Donc nous, on est très présents en chirurgie ambulatoire, également avec les CPTS. On est également intégré dans les départements. On travaille beaucoup avec les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour accompagner les aidants et les personnes âgées à domicile. Donc à la suite d'une visite par une infirmière ou donc on envoie des parcours qui vont résumer ce que l'infirmière a dit au patient à domicile. Et on travaille aussi beaucoup sur ICOP, mais ça, peut-être qu'Antoine pourra mieux en parler que moi. Antoine Piot. Oui, alors le principe d'ICOP, en fait, c'est de suivre une grande cohorte de population qui va bien pour pouvoir agir en amont très tôt
avant la chute, avant la perte d'autonomie, avant la confusion. Donc c'est en ça que je disais que c'est de la vraie prévention pour le coup. Mais quand on fait une évaluation à ICOP, très concrètement, qu'on soit infirmier, médecin aidant, on dit à la personne, tiens, ben, vous êtes à risque par exemple de chute. Au revoir madame, au revoir monsieur, on fera un truc peut-être. Et c'est très frustrant pour le professionnel, très angoissant pour le patient. Et souvent, effectivement, il se passe quelque chose, une consultation, une hospitalisation de jour, mais c'est des fois 2 mois après. Et là, en fait, si on branche l'outil à ICOP, ça permet tout de suite de faire quelque chose. C'est-à-dire, j'ai détecté un risque de dénutrition ou de chute, tout de suite, je vais vous envoyer une série de SMS ou de vidéos qui vont vous expliquer comment on lutte contre la dénutrition, comment on évite, comment on limite le risque de chute, comment on limite l'épuisement de l'aidant. Donc ça permet à l'opérateur de terrain d'avoir une action immédiate d'information. Et effectivement, on a notamment fait une étude au CHU de Toulouse avec le professeur Solaire, dans une population de 79 ans de moyenne d'âge. Et les patients trouvaient que la prise en charge était meilleure versus groupe comparatif. Et ils trouvaient même que les médecins étaient beaucoup plus sympathiques, alors qu'ils les voyaient en vidéo. Donc, si vous voulez, là, c'est un bon exemple où la technologie ne remplace pas l'humain, mais c'est vraiment la technologie au service de l'humain, pour prolonger l'interaction. Nicolas Homer. Ouais, pour faire un complément, pour que ce soit vraiment clair, en fait, les 2 outils proposés sont complètement différents. Il y a un outil qui est plus pour les professionnels de santé, qui va vraiment aider, bon, bien sûr pour le patient, mais à digitaliser, à aller plus vite, mieux, etc. Et à nous aider sur la coordination. Certipair, c'est un outil que nous, on utilise pour les patients, et on s'adresse, ce sont les patients qui reçoivent des SMS. Et c'est très utile. Nous, on l'utilise pour les campagnes de dépistage de BPCO, c'est-à-dire les gens qui sont atteints de bronchite chronique, souvent qui vont fumer. Donc, on va les aider à faire du sevrage tabagique, à les enrôler autour de ça. On va utiliser, lorsque les patients n'ont pas de médecin traitant, eh bien, on ne peut pas leur résoudre ça, on va dire leur trouver un médecin traitant dès le lendemain. On va les rassurer en communiquant avec eux, pas par des mails, mais par des SMS. Et on fait un certain nombre, on utilise le SMS pour ICOP, on utilise ça, mais vraiment en termes de campagne auprès des patients. Et qui est-ce qui les utilise? Ce sont nos coordinateurs au sein de la CPTS. Ce n'est pas le professionnel de santé qui va utiliser un logiciel auprès du patient, donc ce ne sont pas non plus les mêmes personnes. Et pour faire le complément, vous voyez, en ce moment, on met en place, je dis on parce que je réponds à votre question, il y a des industriels de haut niveau, on répond à un appel de la Commission européenne sur comment optimiser bien ce parcours de soins, la coordination. Eh bien, l'idée, c'est effectivement d'utiliser d'autres personnes que les professionnels de santé, parce qu'il faut bien résoudre une problématique de démographie. Donc, on ne va pas prendre Paul pour le mettre à la place de Pierre. C'est vraiment prendre des nouveaux métiers, des coordinateurs de santé, avec des plateformes d'optimisation sur la pathologie chronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des challenges énormes de pathologies chroniques. Ça peut être le diabète, l'insuffisance cardiaque, le post-AVC à résoudre et à suivre avec nos patients. Et on a écrit une architecture qui a pour l'instant été validée par la Commission européenne. Et on va voir un petit peu jusqu'où ça va nous mener. Mais effectivement, on change le paradigme. Vous voyez, on peut imaginer demain d'utiliser des plateformes où on va venir discuter. À partir du moment où le patient a une maladie chronique, et on va lui dire, voilà, vous sortez d'une maladie chronique. Antoine a pris l'exemple tout à l'heure d'un cancer pulmonaire avec MoveCare. On suit ce patient qui a une maladie, on va lui dire, voilà, soyez attentifs, vous allez recevoir, ça peut être du SMS, ça peut être du mail, ça peut être peu importe. Et puis, on va automatiser avec des coordinateurs et soulager, en fait, à la fois le professionnel de santé, et on va répondre aussi à l'angoisse, aux demandes, à l'éducation thérapeutique, etc. Tout ce qu'on ne fait pas à la prévention autour de ces patients en prévention secondaire, c'est-à-dire qu'ils sont déjà atteints d'une maladie chronique. Et la technologie ne chasse pas l'humain et on a justement des postes de coordinateurs pour que tout ne repose pas sur les épaules du médecin à créer pour arriver à une véritable coordination. Jérôme Gros. Oui, en fait, c'est en fait la meilleure interopérabilité. C'est triste à dire, mais c'est les CPTS qui fonctionnent le mieux, chez celles qui travaillent avec nous. Ce sont des CPTS qui ont une équipe de coordination assez robuste. Et quand je dis robuste, c'est que ça va être des personnes qui, je donne l'exemple d'Evry. À Évry, ils font du lien ville-hôpital, à peu près 700 liens ville-hôpital entrant et sortant, c'est-à-dire sortie maternité, sortie d'urgence, entrée vers des consultations de cas diabétiques, entrée vers de la chaire bariatrique. Et en fait, c'est l'humain qui va le faire. Nous, on fournit juste le logiciel qui va permettre de tracer l'info,
Mais derrière, il faut un humain pour aller appeler l'hôpital. Parce qu'en fait, quand on va dire à l'hôpital, tiens, regarde, on a un super outil, il faut que tu l'utilises pour faire les sorties d'hospice, ou il faut que tu fasses ça, ça va fonctionner une fois sur deux dans le meilleur des cas. Et l'exemple qui est le plus barbare, mais pourtant extrêmement efficace, qui est fait à Évry à nouveau, c'est ce qu'ils appellent le signalement hospitalisation. C'est-à-dire ? C'est typiquement une infirmière qui arrive à domicile pour faire un prélèvement et le patient n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, en fait, elle doit appeler, elle n'a pas le temps de le faire. Il faut qu'elle prévienne ses collègues, le kiné qui avait rendez-vous avec le patient cet après-midi, le médecin qui a rendez-vous avec le patient demain matin, elle ne fait rien du tout. Elle ne peut pas, parce qu'en fait, elle a sa journée, elle a un patient qui l'attend 15 minutes plus tard à 2 km de là. Et donc, en fait, ce que permet le signalement hospitalisation, donc là, c'est juste l'outil qui permet à l'infirmière de juste flaguer et dire « Je suis allé chez telle patiente, elle n'était pas là », et c'est une demande d'intervention vers les coordinatrices. Les coordinatrices, à ce moment-là, vont reprendre la fiche patient, elles connaissent le patient, elles savent à côté de quel hôpital il est, elles vont appeler l'hôpital pour savoir où est-ce qu'il est. Si jamais le patient est sur place, elles vont rappeler à l'hôpital, au fait, ce patient, il a un cercle de soins, donc vous n'envoyez pas de l'HAD derrière, parce qu'il y a une infirmière qui saura s'occuper du patient, il y a un kiné qui saura s'occuper du patient, et les perfs, elles savent le faire. Donc, ne faites pas de HAD, envoyez-nous les prescriptions, les comptes rendus, et nous, on va les faire suivre au cercle de soins après. Ça, c'est l'humain, grâce à la techno, mais c'est l'humain. Antoine Piot, ça sera la dernière question avant de passer la parole à la salle. L'arrivée de coordinateurs non professionnels soignants, c'est une évolution ou une révolution dans le logiciel des médecins de manière générale. Et vous le rappeliez tout à l'heure, après tout, quand on appelle le 15, on n'a pas un médecin au téléphone, on a d'abord un régulateur. C'est une évolution souhaitable, ça pourrait être une révolution, et je pense que énormément de professionnels de santé le voient d'un bon œil. Bon, il y a toujours les réfractaires, mais effectivement, je ne vois pas comment les choses peuvent fonctionner autrement. Alors, on peut parler des case managers anglo-saxons, des coordinateurs, on peut appeler ça comme on veut, des régulateurs, mais si on veut un jour arriver sur un système de santé régulé et finalement bien utiliser la ressource extrêmement précieuse des professionnels de santé, on devra en passer par là, et c'est pas du tout une régression, bien au contraire, et les patients sont extrêmement frustrés. Nicolas citait tout à l'heure les 15 minutes de consultation. Vous imaginez, quand vous avez 15 minutes d'échange présentiel avec un professionnel de santé tous les 3 mois dans le meilleur des cas, c'est pas satisfaisant. Donc à un moment, ça ne veut pas dire que votre médecin va passer 3 heures avec vous, mais on doit avoir un contact beaucoup plus fluide, beaucoup plus intense, beaucoup moins discontinu avec le monde de la santé. Et ça ne passe pas nécessairement, indispensablement, par un médecin. Je ne vois pas comment il peut en être autrement, en fait. Un contact avec le monde de la santé ne passe pas nécessairement par un médecin. Merci à tous les 4 pour cette table ronde, en tout cas concrète sur ce qui se passe sur le terrain. On peut les applaudir pour ce grand débat de la e-santé.